Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Une large page de cette édition sera consacrée aux exactions qui se poursuivent en Centrafrique. Avec nos invités, le chef de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine, El Gassim Ouane, en déplacement auprès de ses troupes à Bangui. Et puis dans ce journal également, la star sénégalaise Youssou N'Dour qui a enregistré une chanson pour la Centrafrique avec Idil Mamba, chanteuse centrafricaine. Le Burundi qui continue à panser ses plaies après les inondations qui ont fait près de 70 morts à Bujumbura, des quartiers entiers à reconstruire, des familles dévastées. Enfin, plus léger, c'est demain la Saint-Valentin, l'occasion de parler du commerce des roses qui fleurit en Éthiopie. Le pays est devenu en l'espace de 10 ans le 4e acteur mondial du secteur. Le président français François Hollande a demandé aujourd'hui par téléphone à Ban Ki-moon d'accélérer la préparation d'une opération de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique. La situation sécuritaire dans le pays reste très préoccupante. Les autorités françaises et centrafricaines ont haussé le ton contre les milices anti-Balaka qui poursuivent les exactions. Les chefs autoproclamés de ces miliciens ont mis en garde contre toute attaque qui pourrait les viser. Pour El Gassim Ouane, directeur de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine, la situation s'est améliorée sur le terrain, même si ces milices posent un réel défi aux forces françaises et africaines. Écoutez. Nous observons à Bangui une amélioration de la situation. Évidemment, de nombreux défis restent à surmonter, mais l'amélioration est indéniable. Et les défis qui restent à surmonter sont liés en partie précisément à l'activisme de ces milices anti-Balaka qui s'attaquent à des populations dans différents quartiers de la ville, qui pillent et qui commettent toutes sortes de crimes. Il s'agit d'une situation que nous prenons au sérieux et pour laquelle la MISCA, évidemment, envisage de prendre des mesures pour assurer une meilleure sécurité aux populations locales. Vous parlez d'amélioration de la situation, mais Amnesty International et d'autres ONG évoquent, eux, une épuration technique qui est en cours, un nettoyage ethnique dans le pays. Est-ce que vous partagez cette analyse de ce qui se passe en Centrafrique ? Je crois que l'amélioration de la situation à Bangui est absolument indéniable. Nous ne disons pas que tout est parfait, que tout a été réglé, qu'il n'y a plus d'incidents. Évidemment qu'il y en a et nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a des incidents parce que nous avons 2 bataillons, le bataillon rwandais et le bataillon burundais qui opèrent à Bangui avec des unités de police constituées. J'étais cet après-midi même dans la ville avec nos troupes et les responsables de la MISCA. Nous avons pu parler à de nombreuses populations locales et le sentiment que nous avons recueilli est que la situation s'améliore. Mais comme je l'ai dit, des incidents continuent de survenir, mais ils sont également en baisse relative. Cela dit, la menace reste sérieuse pour les populations locales et nous devons donc agir vite pour faire face à cette menace. Très rapidement, El Gassim Ouane, pour combien de temps encore vous pensez que la MISCA sera sur place en Centrafrique ? Je ne peux pas donner de délai particulier. Ce que je sais, c'est que nous devons faire tout ce qui est possible pour améliorer encore davantage la situation sur le terrain. Nous devons créer les conditions d'une transition réussie. Nous devons créer les conditions d'un processus politique qui permettra de conduire à la tenue des élections dans les plus brefs délais possibles. Il s'agit maintenant de capitaliser sur toutes ces avancées pour créer les conditions d'un engagement international beaucoup plus fort, beaucoup plus soutenu en faveur de la RCA. Et on va continuer à parler de la RCA avec Youssou N'Dour, musicien, chanteur sénégalais aux multiples tubes mondiaux. Il était avec nous ici à France 24 avant ce journal. La star internationale vient d'enregistrer une chanson appelant à la paix en Centrafrique. Un duo avec une chanteuse centrafricaine, Idil Mamba, One Africa. On écoute un extrait et on le retrouve juste après. Nous avons été meurtris, comme tout le monde, en voyant les images à travers France 24 et d'autres chaînes. Nous avons vu cette situation se dégrader de jour en jour, d'heure en heure. Et moi, j'ai réagi, j'ai dit, bon, je veux faire quelque chose.
Et ensuite, je me suis mis à chercher une personne et que j'ai trouvé Edil, qui était très engagé déjà. Et ensemble, nous avons fait rapidement cette chanson. Nous l'avons réalisée pour en fait dire aux Centrafricains, aux frères centrafricains, arrêtez, la différence des religions n'est pas un obstacle, plutôt une richesse. Idil Mamba, justement, est chrétienne. C'est par hasard ou c'était important ce symbole aussi que vous, musulmans, vous chantiez avec une chrétienne? C'était important de trouver un chrétien ou une chrétienne. C'est une personne qui est déjà très engagée, qui a beaucoup d'influence sur place et qui a senti le projet. Et donc c'était en plus le symbole d'une chrétienne et d'un musulman. Alors, cet appel à la réconciliation entre chrétiens et musulmans, vous, en tant que Sénégalais, c'était important, j'imagine, parce qu'on présente souvent le Sénégal comme un modèle de cohabitation entre chrétiens et musulmans, qui sont largement majoritaires. Mais d'ailleurs, c'est pour cela, même dans la chanson, on le dit, le Sénégal, 95% de musulmans dirigés par un chrétien, le président Senghor, père de la nation, qui avait comme meilleur ami le grand marabout de Touba. Donc, c'est dialogue islamo-chrétien. Au Sénégal, quand les chrétiens organisent quelque chose, les musulmans sont là. C'est un modèle qu'on voulait présenter parce que pour nous, l'Afrique, c'est juste une carte. Ce n'est pas vraiment de pays, c'est une carte. Quand il se passe quelque chose dans le nord ou dans le sud, on doit agir et on doit donner l'exemple. Vous voulez parler à la population, toucher les gens, vous dites, mais vous avez été opposant, vous avez été ministre, candidat à la présidentielle. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation. Est-ce que ce n'est pas surtout aux politiques, aux élites qui ont failli en Centrafrique qu'il faut s'adresser? Je pense que tous les hommes politiques qui utilisent ces choses font faute grave. Vraiment pour l'humanité d'une manière générale et pour leur pays. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter à un moment, parler de son programme, de sa démarche et s'arrêter là où il faut s'arrêter pour ne pas instrumentaliser des religions, des ethnies. Ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé ailleurs sont des choses qui nous ont interpellés. C'est l'étranger qui réagissait et on suivait. Maintenant, c'est nous qui réagissons et nos amis nous suivent. En Somalie, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 7 morts et 15 blessés près de l'entrée de l'aéroport de Mogadiscio. Un véhicule de l'ONU a été endommagé. L'attaque a été revendiquée par les Chebabs, les islamistes liés à Al-Qaïda. La crise politique au Burundi, un nouveau vice-président à peine élu est déjà controversé. Le Parlement a désigné Prosper Bazombanza après le limogeage du précédent début février. Un limogeage qui avait ulcéré l'UPRONA, le parti majoritairement Tutsi, allié jusqu'ici du parti du président, un Hutu. Le fragile équilibre politico-ethnique du pays prévu par la Constitution se trouve donc menacé car ce nouveau vice-président est un proche du chef de l'État et n'a pas les faveurs du principal parti Tutsi. Dans ce pays, 3 jours après les terribles inondations à Bujumbura, les habitants des quartiers les plus touchés ont d'autres préoccupations. Ce sont des quartiers entiers qu'il faut reconstruire. Nicolas Germain. Plusieurs jours après les pluies torrentielles, les habitants de Bujumbura déblayent encore. Les intempéries ont fait plus de 60 morts, surtout des enfants, et des milliers d'habitations détruites. La maison de cet homme s'est écroulée, sa femme n'a pas survécu. J'ai été blessé dans le dos, mais je porte mon fils sur mon dos quand même, car il refuse d'être porté par quelqu'un d'autre. Il pleure tout le temps. Il me demande où est sa mère, et je lui dis qu'elle est à l'école. La Croix-Rouge explique que ce sont surtout les quartiers les plus pauvres qui ont été touchés. Nous sommes à un effectif de plus de 1000 maisons détruites et les effectifs de sinistrés au total s'estiment aujourd'hui à plus de 12 000. Vous voyez donc que c'est une catastrophe à une très grande ampleur. Pour l'heure, les autorités distribuent de l'aide alimentaire. Le nombre de victimes, lui, devrait encore croître car des corps pourraient toujours être ensevelis sous la boue. Pour faire face à cette crise, le Burundi appelle ses partenaires internationaux à venir en aide aux familles affectées. Et on termine avec une actualité plus légère, c'est la Saint-Valentin demain. Et si vous n'avez pas encore acheté de fleurs pour votre dulciné, il est encore temps. Et sachez qu'une grande partie des roses qui seront vendues en Europe viennent du continent africain, du Kenya et d'Éthiopie. Le pays est le 4e acteur mondial du secteur. Grégoire Pourtier nous fait visiter une exploitation en périphérie d'Addis-Abeba. 7 h du matin, une grosse journée commence pour les 300 employés de cette société horticole, idéalement installée à 2600 mètres d'altitude. Certes, sous les 8 hectares de serre, la production est presque constante toute l'année. Au total, 5 millions d'euros exportés.
Mais l'approche de la Saint-Valentin est forcément une période spéciale. Plus de 20 000 fleurs vont être sélectionnées aujourd'hui. Ici, nous avons un cycle de croissance de 80 jours, donc on s'organise pour qu'un maximum de fleurs soient prêtes juste maintenant, particulièrement les roses rouges. Mais nous ne produisons pas suffisamment pour répondre à toute la demande. La société Gallica produit une soixantaine de variétés, parmi lesquelles des hybrides apparus par hasard et qu'il a fallu nommer. La majorité des entreprises sont étrangères, mais la filière a créé plus de 50 000 emplois, dont 75% sont occupés par des femmes. L'opportunité d'un travail salarié sans avoir à aller dans la capitale est inestimable. J'habite juste à côté, mais je n'ai pas de terrain, moi. Mon idée, c'est donc de travailler ici et peut-être de démarrer ensuite un petit commerce. Mais ici, on a beaucoup d'avantages. On a par exemple le déjeuner qui est offert. Les horticulteurs éthiopiens ont un code de conduite très exigeant et savent qu'ils sont sur un marché très concurrentiel. Après la récolte, chaque rose est soigneusement triée, rangée, empaquetée. Stéphane Mottier a choisi de miser sur l'Éthiopie, sa stabilité politique et son dynamisme économique. Une fois emballées, les roses viennent en hydratation ici, partent en chambre froide pour la nuit avant de partir. Suivant les pays, ils achètent des longueurs ou des variétés différentes. Ça va probablement partir au Japon ou en Afrique du Sud. Le reste, principalement les rouges, partent en France. Partie de rien, l'Éthiopie s'est positionnée sur le marché mondial en quelques années. Chez Gallica, un camion vient chercher la production tous les jours. Direction l'aéroport d'Addis Abeba, puis les fleuristes internationaux, juste à temps pour la Saint-Valentin. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Vous retrouvez dans un instant Aude Le Christ pour la suite de Paris Direct.